Autour de nous, on a tendance à chercher des mentors, à chercher des exemples, à chercher des personnes qui vont comme ça nous donner des conseils sur c'est quoi aimer sa femme. Parfois même, je connais même des gens autour de moi qui ont payé des coachings. 2000 € de coaching, 1500 € de coaching pour recevoir des cours et des conseils. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous servir, c'est une masterclass. Et je vous dis franchement, c'est une masterclass gratuite. Et moi, j'ai eu la grâce d'avoir cette masterclass depuis que je suis née. J'ai eu la grâce de recevoir cette masterclass since I was born. Depuis que je suis née, pas seulement de la recevoir, mais de la voir. Donc, ici, si tu viens d'arriver sur Épouse de Dane, tu sauras qu'ici, on prône l'authenticité, on prône le vrai. Donc, il ne s'agira pas de venir vous vendre quelque chose, mais il s'agira de venir vous faire voir, entrer un peu dans mon univers, voir un peu ce que je vois et comprendre un peu ce que je comprends. Voilà. Avant de commencer, moi, c'est Stella TN, qui est Étoile, épouse de Christ. Et ça fait 4 ans déjà que nous allons dans les nations. Nous allons bâtir les standards de Christ dans les nations, faire des nations des disciples. Nous étions déjà comme ça en Allemagne, nous étions en Côte d'Ivoire, nous étions en Angola, nous étions au Congo. Et cette année, si Dieu le veut, nous serons en Gambie. Voilà, nous serons en Gambie. Aujourd'hui, le couple que je vous présente, c'est un couple. Ils sont mariés, ça fait déjà plus de 40 ans. Et je peux vous avouer que marié depuis 40 ans, cet homme, je ne me souviens pas une seule fois qu'il a raté l'anniversaire de sa femme, ou même encore le 14 février, et même encore même un de ses enfants. C'est un homme qui n'a jamais manqué à honorer sa femme sur toutes sortes d'occasions. C'est un homme qui, chaque matin, a fait le petit déjeuner pour sa famille. C'est un homme qui, quand sa femme n'est pas là, il s'est occupé de ses enfants comme tout autre homme. C'est un homme qui, chaque soir quand il est rentré, quand sa femme est très fatiguée parce qu'elle a voyagé, ou bien parce qu'elle est occupée, il se dirigeait lui-même dans sa cuisine et se sert sa propre nourriture. C'est un homme qui, quand sa femme ne peut pas aller faire le marché, il se lève, il porte le sac, il va faire le marché. C'est un homme qui a su connaître les défauts de sa femme et a su connaître quelle est sa force, quels sont ses défauts et qui ont su matcher. Ils ont su, avec beaucoup d'années, être des substituts. Quand l'autre tombe, l'autre se relève. Quand un n'est pas là, l'autre fait les mêmes choses. Exactement comme si l'autre n'était pas là. C'était également une femme qui, quand son mari n'est pas là, elle prend les rênes. C'est également une femme qui, quand son mari n'a pas pu, elle ne s'est pas plainte, elle a fermé la bouche et elle a levé le verre, elle s'est battue comme une tigresse. C'est une femme qui, peu importe l'ambition et la vision qu'elle a toujours eue dans sa vie, elle n'a jamais manqué de respect à son mari. Elle ne s'est jamais définie par ses ambitions, elle ne s'est jamais définie par son compte en banque, mais elle s'est définie par ce qu'elle est. C'est une femme qui nous a toujours montré comment respecter un mari, respecter, donner la place à l'homme, peu importe les circonstances. Et c'est un homme qui a toujours rendu la pièce à sa femme et qui se sont, comme je dis encore, substitués. Quand l'un n'était pas là, on n'avait vraiment pas l'impression qu'il y a un qui manque. Et quand l'autre n'était pas là, l'autre prenait de la même façon. Que ce soit dans les tâches techniques, comme dans les tâches créatives. Que ce soit dans les tâches où on va dire que ce sont les tâches de femme ou comme d'homme. Il n'y avait pas de différence. Aujourd'hui, je vous sers la masterclass. Et ces deux personnes ne sont autres que mes parents. Ne sont autres que mes parents. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour nourrir ces parents-là qui ont eu beaucoup d'amour à donner à leurs enfants. Honorer ces parents-là qui, des années, ont bagarré pour donner une éducation, pour donner un exemple fidèle à leur fille, à leur fils, un exemple d'intégrité, un exemple de force, un exemple de grâce, un exemple de ce qu'ils aimeraient voir. Je voulais à tout prix faire cette vidéo, déjà depuis même, parce qu'elle est depuis dans l'ordinateur, pour honorer
ces parents-là qui ont toujours été là et leur dire que... Et surtout, même pas leur dire quelque chose. Et mon plus grand souhait dans la vie pour ces parents-là, c'est qu'ils puissent vivre longtemps. Assez longtemps pour pouvoir manger, boire, jouir et se rassasier de tout ce qu'ils ont sémé dans la vie de leurs enfants. Bonjour, monsieur Tchoumi. Bonjour, ma chérie. Avec combien d'années que tu es marié? Plus de 40 ans déjà. 40 ans de mariage. Oui. Mais quel est le secret? Donnez le secret aux hommes. Aujourd'hui, les hommes là doivent connaître le secret. Le secret, c'est la confiance mutuelle. C'est tout ça. Ah, mais le secret, c'est quoi? On vient de te dire que c'est le dialogue, la communication, la confiance. Bon, aujourd'hui, c'est l'homme, c'est le père qui donne les conseils aux hommes. Parce que de nos jours, les hommes là, l'autre dit qu'ils ont peur, ils ne connaissent pas. Dis-nous le père. Toi, tu fais comment? Mais ils ne connaissent pas parce que il y a plus des égos que le mariage. N'est-ce pas? Oui. Ils sont orgueilleux. Oui, orgueilleux. Et même les femmes aussi orgueilleuses. Ce ne sont pas seulement les hommes. Non, maman a laissé l'orgueil alors. Pourquoi tu veux? Le problème, c'est que l'orgueil est, comme il le dit bien, il y a trop d'orgueil. Les hommes, par contre, pensent toujours que la femme, c'est-à-dire ils ont peur parce qu'ils croient qu'aujourd'hui, avec les femmes, l'émancipation, l'instruction des femmes, ils se disent que quand une femme est plus instruite ou quand elle a plus d'argent ou quand elle est plus émancipée, ça veut dire que lui il sera en bas. Non, il suffit qu'il y ait confiance, compréhension, dialogue et tout se passe toujours bien. Bon papa, dis-nous alors, ta femme est entrepreneuse, elle voyage aussi beaucoup. Comment tu, entreprenante, merci, excusez mon français. Comment toi tu fais pour rester, pour que ça ne te dérange pas? Quel est le conseil pour les femmes qui sont dehors, ça fait 40 ans que tu t'es mariée? Oui, mais j'ai dit depuis ma mort que c'est la confiance. La confiance. Oui, oui. Il faut être confiant et prendre ta femme comme soi-même. Oui. Oui. Ce que bon, tu veux faire à elle, il faut aussi penser que si on te passe aussi la même chose, est-ce que tu seras content? Bon, papa, maman, vous avez fait 40 ans de mariage, 40 ans de vie commune. Quel est le conseil, papa, que tu peux donner à un jeune garçon aujourd'hui, là, aux jeunes de la nouvelle génération? Comment faire même déjà, même pour choisir leur femme? Quels sont les critères? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter? Oui, bon, pour choisir une femme aujourd'hui, ce n'est pas d'aller dans la rue et attraper une femme et dire que bon, voilà ma femme. Non. Il faut d'abord savoir là d'où tu sors. Voir à peu près le style de vie de tes parents et leur demander conseil avant de t'engager. Il ne faut pas seulement dire que bon, papa reste là un soir, bon, tu dis que bon, demain je dois me marier, alors que papa ne connaissait même pas ni d'Adam ni d'Ève, de votre relation. Bon, c'est surtout ça bon, qui détruit beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oh, mais tu peux conseiller quoi aux jeunes garçons, aux jeunes filles, Oui, ce que surtout je les peux jeunes femmes? conseiller aux jeunes garçons, aux jeunes filles, à la jeunesse actuelle par rapport au mariage, c'est que le mariage, tout mariage qui est fondé sur l'amour d'abord. Et l'amour du mariage, moi je garde l'amour africain. Parce qu'en Afrique, on n'épouse pas une seule fille, une seule personne, un seul garçon ou une seule fille. On épouse en même temps la famille. La famille, c'est vrai que c'est un peu... il faut savoir ce qu'il faut prendre, savoir ce qu'il faut laisser. Parce que la famille n'est pas... ce n'est pas toujours aisé de parler de famille. Quand on parle de la famille, on parle de la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille la plus proche, la famille non élargie. Quand tu parles, on épouse la famille, on cherche à comprendre. Parce que quand la belle-mère, les deux belles-mères sont en harmonie, le plus souvent, à 80%, les choses vont très bien.
Et l'autre cas, les belles-mères ou beaux-pères, quand les deux familles s'entendent, c'est bien. Mais toujours est-il que le mariage ne doit pas être forcé. Quand l'une des parties est réticente, il faut faire attention. Il faut prendre du temps pour étudier et voir. Il ne faut pas toujours s'aventurer. Et puis le mariage de nos jours, à notre temps, il y avait aussi les problèmes de tribu, les problèmes de race et tout ce que cela comporte. Aujourd'hui, c'est vrai que chacun aimerait rester dans soit sa tribu, soit sa race, mais le bonheur est partout. Aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ouvert, mais alors, il faut que chacun fasse un sacrifice à accepter la culture de l'autre. Amen. Donc, si tu dois accepter, par exemple, parce que la loi du Cameroun, de l'Afrique, c'est la famille. Tu ne peux pas te dire que je suis en train d'épouser une fille et je m'en fous de sa famille, non. Tu deviens le gendre, tu deviens le sponsor, tu deviens. C'est comme ça en Afrique. Et quand tu as compris ça, ça suffit. Et s'il y a l'amour à la clé, ça va. Et que penses-tu des relations filles et belles-filles? Les relations filles et belles-filles doivent toujours être très bonnes, être bonnes dans l'ensemble. Et il ne faut, quand tu es à couteau tiré avec ta belle-mère ou avec ta belle-fille, ça ne va pas marcher. Parce que la belle-mère n'ira jamais se coucher à côté de son fils. Parce que ce n'est plus sa place. C'est ça, elle est la mère. Si elle garde sa place de mère en respectant autant son fils que sa fille, les choses vont toujours bien se passer. Mais si elle pense qu'elle va s'imposer encore et toujours, c'est là où ça ne va pas marcher. Mais la belle-fille aussi doit savoir que si elle est soumise à son mari, d'une part, elle doit aussi être soumise à sa belle-mère. Parce qu'il y a ces liens. Il y a ces liens qui ne fuient pas. Elle doit être soumise. Elle doit savoir ménager jusqu'à ce que c'est quand elle sait qu'elle ne peut plus. Mais il faut qu'elle cherche tout moyen pour ménager sa belle-mère ou son beau-père. Elle doit les ménager. Moi, je ne peux pas, j'ai eu la grâce de savoir cela, d'avoir eu de très bons conseils de mes parents. À 40 ans de mariage, je ne pense pas avoir discuté un seul jour avec ma belle-mère, ni avec une de mes belles-sœurs. Parce que je savais faire la part des choses. Au moment où c'est difficile, quand ça chauffe, je mets de l'eau. Tu mets de l'eau? Oui. Parce que il faut mieux vaut le silence. Mieux vaut le silence. Quand ça boue, tu gardes le silence. Même si tu es bavard. Parce que moi, je ne suis pas aussi calme que ça. Mais j'ai su garder le silence à tout moment. Quand il y avait une situation que ce soit c'était très rarement avec ma belle-mère. Même, c'était peut-être même jamais. Mais avec mes belles-sœurs, ça pouvait assez rarement. Mais le rarement là arrivait, je gardais très bien mon silence. Au point où personne ne savait sur quel angle me prendre. Jusqu'à maintenant. Aucune de mes belles-sœurs ne sait sur quel angle me prendre. Parce que je ne répondrai pas. Merci la mère pour le conseil. Le père, quel conseil donnez-vous à la belle famille? Après 40 ans de mariage, forcément vous avez des expériences. Tu as eu beaucoup d'expériences. Quel est le conseil que tu peux donner par rapport aux commentaires? Par rapport à la belle famille, comment gérer la belle famille? Non, bon, la belle famille, il faut l'accepter telle qu'elle est. La prendre comme ta propre famille. Ne pas avoir des incompréhensions avec eux. Être toujours en harmonie avec la belle famille.
les traiter comme toi-même, comme ta propre famille. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller aux hommes de nos jours, par exemple? Parce que les hommes disent souvent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Tu penses quoi? La place de la femme n'est pas à la cuisine. Bon, ce sont des idées antiques. Il faut savoir que ce que la femme fait, toi aussi l'homme, tu peux le faire. Toi, bon, tu peux être à la cuisine. Et la femme en train de s'occuper à faire autre chose. Donc, ce que la femme fait, toi, l'homme aussi, tu peux le faire. Faire même, ça, même les lessives, même la vaisselle. Donc, il ne faut pas croire que la femme, elle doit être en arrière, comme par le passé. Il faut avoir une vision plus élevée. N'est-ce pas? Ok. Mais tu penses quoi? Quand on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. D'une part, oui, parce qu'au départ, c'était la femme qui doit accompagner l'homme. Et que la femme aussi doit être soumise à l'homme. Le respect. C'est vrai que de nos jours, le respect là doit être mutuel. C'est-à-dire, autant la femme respecte son mari, c'est autant le mari aussi respecte l'homme. Et quand il y a respect mutuel, quand il y a amour, vraiment il n'y a rien, ça ne souffre de rien. Amour, confiance, communication, dialogue et tout, l'amour ne souffre de rien. Le ménage ne souffre de rien. Parce que quand tu as confiance, quand tu as l'amour, tu peux aider ta femme dans toutes les tâches. Et aussi, en même temps, la femme, quel que soit son niveau d'études, quel que soit ce qu'elle est, elle reconnaît sa place comme la compagne de l'homme. Amen. Elle reste à sa place. Elle sait qu'elle va aussi participer aux charges du ménage. Elle va faire tout ce qu'elle fait, ce qui est à son pouvoir. Et en même temps aussi, quand l'homme voit cela, s'il est sûr de lui, parce que ce qui dérange le plus souvent, c'est que les hommes ne sont pas très sûrs de lui. Ils ont toujours peur des femmes émancipées, mais ce n'est pas le cas. Quand une femme, moi j'ai constaté que quand une femme est émancipée, elle a même l'esprit beaucoup plus ouvert. Et sauf si c'est l'émancipation des gens qui sont, on nous dit toujours que, c'est-à-dire les femmes qui sont peut-être actrices de l'argent est tombée d'une manière pas vraiment claire. Si elle est allée à l'école, elle a étudié, elle a souffert pour avoir cet argent. Je ne pense pas qu'elle peut minimiser son compagnon. Non. Surtout pas. Le père, Oui. aujourd'hui vous êtes fondatrice et fondateur de H. Madame la fondatrice de H. Et monsieur son directeur. Bon, comment se passe? Est-ce que tu penses que une femme, avec sa femme, c'est facile aussi de travailler professionnellement, de travailler, d'avoir quelque chose, d'avoir une vision ensemble et de pouvoir travailler? Quel est l'avantage qu'il y a de pouvoir construire quelque chose avec sa femme? Et une femme avec qui on est marié depuis des années. Et comment est-ce que ça se passe? Je pense que c'est la meilleure même manière de réussir dans la vie. C'est-à-dire avoir la même vision, faire la même chose que son épouse. Et surtout, il faut éviter beaucoup d'écoute. Parce que c'est ça qui détruit le ménage. Tu parles des gens qui parlent... D'écoute, aller vouloir savoir dire que bon, tel fait ceci, tel fait cela, pourquoi est-ce que bon, je dois travailler avec mon épouse, pourquoi est-ce que mon épouse doit travailler avec moi, ou alors que bon, si tu as des problèmes, bon, tu vas plutôt dire à tes amis que bon, telle chose, si c'est comme ça, c'est comme... Non. Quand vous travaillez ensemble, il y a plus de confiance, il y a même une très grande manière même d'évoluer. Alors qu'à toi seul, bon, tu ne peux pas. Tu penses que ne pas écouter ce que les gens disent c'est très important pour durer dans le mariage. Oui, c'est. Donc, il faut vraiment garder les oreilles. Oui. Ok, ça c'est ce que papa a dit. Maman, tu dis quoi? C'est la même chose. Quand vous travaillez ensemble, il y a plus de confiance, il y a plus de garantie. Parce que chacun, comme par exemple, je prends l'exemple de l'arche de Noé.
je suis la fondatrice, il est le cofondateur. Alors, Il ne va je suis pas... le cofondateur. Il ne va donc pas, je vais dire tout simplement que faire mal son travail, c'est faire tomber sa propre affaire. C'est pour lui-même. Et puis c'est pour sa famille, c'est un bien familial déjà. Alors il est tenu, quand tu travailles avec ton conjoint, ou bien même ta conjointe, c'est-à-dire vous deux, vous regardez dans la même direction, vous cherchez le même résultat. Vous voulez que ça marche, vous cherchez le rendement. Alors je ne comprends pas comment quelqu'un doit... Moi je trouve que c'est quand c'est avec ton conjoint que tu travailles, c'est plus rassurant. Et puis c'est vrai, quand chacun est sûr de lui, parce que comme il disait tantôt, on va te dire que comment ta femme est fondatrice, tu viens travailler peut-être sous ta femme. Et puis tu vas vouloir faire des choses de ta tête. Mais là, ça ne marchera plus, n'est-ce pas? Mais si tu veux bien travailler, il faut chercher à faire avancer le projet sans écouter, sans voir qui. Faire comme si tu travaillais avec quelqu'un, que même quelqu'un, au départ, quand on est au travail, c'est que nous voulons que ça avance. C'est pour moi. Et je ne veux pas savoir si la fondatrice c'est mon épouse ou si c'est mon nom. Je veux que ça avance, je veux que ça travaille, je rends compte. Amen. Comme si je travaillais avec n'importe qui. Tu peux confirmer que l'ambition n'empêche pas la soumission. Donc tu peux confirmer que l'ambition d'une femme n'empêche pas la soumission de la femme. Non, mais c'est deux choses différentes. Donc, on peut bien être ambitieuse, mais être soumise. Amen. Amen. Et comment faire face aux avis négatifs parfois? Les gens qui viennent, parfois les amis ou les commentaires négatifs qui parlent mal, ou bien les gens qui viennent parler mal de maman, ou bien maman, les gens qui parlent mal de papa. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous gérez ça? Oui, mais c'est ça que je dis. Pas seulement la famille, mais même en général, les commentaires en général, négatifs, on peut dire que voilà, de ne pas céder aux écoutes. Avoir confiance en toi et avoir confiance en ton époux ou à ton épouse. C'est la confiance. Et quand il y a parfois, parce que forcément vous avez traversé où on baradait beaucoup, les gens peut-être voulaient gâter. Ça peut pas manquer. Ça manque jamais, mais sauf qu'il faut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et quel que soit, parce que parfois, des choses qu'on te dit, il peut avoir des vérités, mais que tu n'avais pas trop besoin de savoir. Il peut avoir des vérités dans ce qu'on vient de te dire, mais ce que la personne te dit, ça dit tu ne t'échauffes pas, tu m'écoutes et tu dis c'était bon. Et il ne va jamais entendre le retour. Donc ne jamais rendre compte. Non. Et parfois, quand tu l'as écouté, si tu veux l'écouter, tu l'écoutes. Parfois, quand on finit de dire, tu dis je savais déjà ça. Tu dis que ce n'est pas nouveau. Même si tu ne le savais pas, dis que tu savais déjà. Ça va faire qu'il se dit que donc finalement je n'ai dit aucun secret. Je n'ai rien fait. Et alors, même si tu ne savais pas, ce problème doit se gérer maintenant en famille, entre vous deux, dans le dialogue. Et puis après, il n'aura plus jamais de suite. Et il ne reviendra plus. Parce que tout ce qu'il ou qu'elle va te dire, tu vas lui dire que tu savais déjà. Et puis il n'aura plus rien à te dire comme c'est. Okay. Vous pensez alors quoi de Dieu? Quelle est la place de Dieu alors? Parce que 40 ans de mariage, ce n'est pas 40 jours. Oui, mais c'est Dieu qui est toujours au centre de notre préoccupation. Il faut toujours mettre Dieu en avant. Oui, je pense que le Dieu, comme je dis, que je sers vraiment fidèlement en ce moment, c'est lui qui est la clé de ma vie. Il est au volant. Tant que tu as un mariage qui n'est pas basé sur Dieu, c'est comme une maison que tu construis sur du sable.
Donc, il faut avoir le fondement sur Dieu et de vrai. Il ne faut pas parler de Dieu d'une façon parce que juste tu veux qu'on dise que tu crois. Il faut pratiquer. Il faut avoir la crainte et enseigner aussi aux enfants la crainte de Dieu. Si vous avez des enfants, la preuve c'est que vous avez grandi en sachant, même tant bien que mal, vous saviez qu'il y a un Dieu qui n'accepte pas les mauvaises choses et que je dois craindre. Aujourd'hui, chacun de vous craint Dieu. Amen. Craint ce Dieu. Parce que la base a été, il y a eu un fondement. Et que vous savez que Dieu est Dieu et qu'on doit avoir la crainte de Dieu dans toute action de sa vie. Et amener aussi son conjoint ou sa conjointe à suivre Dieu. La preuve, c'est que ton papa était catholique. Catholique non pratiquant, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, il est église évangélique du Cameroun. C'est lui qui sait pratiquant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est mieux pratiquant qu'avant. Amen. Le Père, un mot pour la fin. Papa, tu es en train de compter l'argent. Comptable la vie. Comptable un jour, comptable la vie. Oui, je ne peux souhaiter que du bonheur aux jeunes qui veulent s'engager pour le mariage. Le mariage est une nécessité et c'est le devoir de tous de se marier. Il ne faut pas avoir peur de se marier parce que ce sont les égarés qui ne veulent pas se marier. C'est le fondement de toutes choses de la terre. Je dirais comment les orgueilleux ou les égards. Oui. Les orgueilleux, oui, mais quand tu es orgueilleux, tu es un égaré. L'orgueil ne sert à rien. C'est ça. Le mariage, c'est plutôt une bonne chose. Une bonne chose. Ça complète la vie. Seul, tu n'as pas une bonne vie. Mais avec une compagne, vous fusionnez vos idées et ça donne encore plus. C'est pour ça que chaque homme, à un certain âge, doit trouver une compagne. Vous devez vivre le mariage. Parce que si tu ne vis pas le mariage, tu vis à demi. Parce qu'il faut, la femme est la côte de l'homme. Il faut vivre, il faut compléter la côte qu'on t'a enlevée pour que tu sois vraiment un homme complet. Il faut vivre le mariage. Souffrir aussi. Parce que dans la vie, il y a tout ça. Parce que comme les hommes qui ont peur, ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils disent, avec la femme, est-ce que je vais supporter? Et pourquoi pas? Tu dois supporter. Il faut que dans la vie, à un moment donné, ça chauffe sur toi, ça. Qu'il y ait des hauts et des bas. La vie est faite des hauts et des bas. Le mariage n'a pas toujours été, ce n'est pas toujours. Si tu es dans un mariage où tout est toujours bien tous les jours, ton mari n'est jamais ton frère. Et ta femme n'est jamais ta soeur. Vous êtes deux personnes que vous êtes rencontrées, avec parfois deux cultures différentes. Vous vous rencontrez et vous cherchez maintenant le juste milieu. Et c'est là où tu vis. Maintenant, tu vis. Si tu as pu concilier les deux cultures ou bien les deux comportements, ça veut dire que tu vis. Mais si tu gardes ton comportement à toi seul toute ta vie, tu n'as pas vécu. Tu n'as pas vécu, tu ne vis pas. Il faut aller souffrir aussi, si on appelle ça souffrir. Parce que ce n'est pas, c'est une souffrance douce quand il y a de l'amour. Parce qu'il y a des moments où les deux, le couple a toujours des moments où ils ne peuvent pas s'entendre. Parce que, tout simplement parce que vous venez de deux horizons divers. Chacun a son idée. Mais à la fin, vous cherchez à aller dans la même direction. Et quand c'est comme ça, le mariage est très bien. Et très bien. Moi, j'ai aimé le mariage. Je ne peux même pas faire mieux que ça. Je ne peux même pas. Le père dit quoi, il est quoi? Ça, le mariage, c'est une bonne chose. Même s'il y a des hauts et des bas, à la fin, c'est une bonne chose. Et tu dis alors aux jeunes filles par exemple qui veulent se marier. Je demande aux filles seulement de s'engager
sans Et qui crainte. ont peut-être aussi peur. Non, Parce que de nos la jours, il y a peur de n'a tout. La peur n'a pas sa place. Quand tu vois un jeune homme ou une jeune fille, il faut t'engager. Il faut t'engager. S'il répond déjà à certaines de tes aspirations, il faut t'engager. Et tu ne vas jamais trouver quelqu'un à 100%. Quelqu'un de parfait. Nul n'est parfait. Tu vas le voir peut-être à 50. Tu vois, c'est déjà même 50%, tu peux t'engager. 50, 60, 70, tu t'engages. Et puis tu sais que et tu t'arranges à savoir que tu vas toi-même compléter, faire le reste. Et puis ce n'est pas toujours la souffrance. Il faut s'engager. Alléluia. Ici, épouse Eden, c'était monsieur et madame Choumi. Quand j'ai causé plusieurs fois avec mon père, je lui ai demandé, je lui ai posé beaucoup de questions et je me suis rendu compte que son école, la plus belle école qu'il avait, c'était l'école de la vie. Son enfance n'a pas été facile. Il a dû batailler dur. Il a fait beaucoup de sacrifices, il a aussi pris beaucoup, il a appris de la vie. Et parce qu'il a appris de la vie, il a décidé de le donner. Il a décidé que lui, il aimerait être un exemple pour plusieurs personnes. Mon père, il est né, il n'est même pas de notre génération. Parce que quand je regarde, mon père est né dans un contexte africain. Il est né dans les années 70, c'est pas quelqu'un de maintenant. Mais déjà avoir cette capacité de réfléchir, de voir de lui, il faut être un visionnaire pour être comme ça. L'une des raisons, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que beaucoup de gens parfois quand ils me parlent, ils me disent mais comment est-ce que tu fais pour obéir à Dieu aussi aveuglement? Comment est-ce que tu fais pour faire confiance à Dieu comme ça? En fait, la vérité c'est que j'ai eu un bon père. Et un père qui ne m'a jamais abandonné, qui a toujours été là. Et qui m'a toujours dit que peu importe la circonstance, je suis là. Et quand il dit, c'est ce qu'il fait. C'est un homme qui a toujours tenu à sa parole. Quand je dis même ça, j'ai même beaucoup d'émotions qui montent parce que c'est comme ça. Il te dit et il applique. Et je me suis dit, si mon père qui biologique a été comme ça, lui qui n'était même pas chrétien ou enfant de Dieu, combien de fois mon père qui est au ciel? Et ça a été pour moi une grosse base. Et je le lui ai dit, j'ai même dit à mon papa une fois que sache que grâce à toi, tu es l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui j'ai une foi aveugle en Dieu. Où je ne peux pas, ou peu importe ce que Dieu me dit, peu importe où il me dit d'aller, je ne réfléchis pas. Je fonce. Parce que j'ai eu un père qui ne m'a jamais laissé tomber, qui a toujours été de mon côté et qui a toujours été là. Depuis que je suis née jusqu'à maintenant, dans les maladies, dans les bons comme dans les mauvais, il n'a jamais raté quelque chose. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et je me suis dit, mais si un homme peut faire ça, combien de fois Dieu en fait? Et j'aimerais te dire aujourd'hui, toi, peut-être tu n'as pas grandi dans une famille, bien tu n'as pas eu un bon exemple de parents. C'est pas grave. C'est pas une fatalité. Sache que Dieu est ton Père. Et Dieu aujourd'hui peut t'enseigner, peut t'amener dans d'autres voies. Si aujourd'hui, après avoir écouté ma vidéo, tu te dis, waouh, ok, quelle grâce. Oui, c'est une grâce. C'est une grâce. Et chaque grâce vient aussi avec ses combats. Parce que parfois, on est incompris. Oui. Donc, j'aimerais juste te dire que l'exemple parfait, c'est le Christ. Mon papa n'est pas parfait, ça loin de là. Là, je vous ai montré des bonnes choses, mais il n'est pas parfait. Mes parents, ma mère, mon père, ils ne sont pas du tout parfaits. Ah, croyez-moi, loin d'être parfaits. Mais ils ont tout fait dans leur vie pour nous montrer l'exemple du couple parfait. Et pour être des premiers dans nos vies, à être des prédicateurs de bonnes nouvelles. Et ils nous ont prêché la bonne nouvelle par les actes. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu veut te prêcher la même bonne nouvelle d'une autre façon, par l'esprit. Donc rien n'est fini, tout est un commencement et Dieu peut racheter le temps et Dieu peut tout faire. Si tu décides bien évidemment de suivre le Seigneur et de donner ta vie à Jésus et de lui faire confiance.